bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis Yann Gagné, fondateur de NewSense, et je suis très heureux avec l'ensemble des créateurs de patrimoine NewSense de vous accueillir pour le 4e épisode de Soyons Directs. Je tiens effectivement à vous préciser que ce soir, nous faisons une concurrence déloyale à Jean Castex qui s'exprime en direct sur les mesures visiblement qui vont être prises concernant la hausse du carburant. Alors rassurez-vous, vous pourrez regarder sur l'ensemble des chaînes de news dès ce soir, dès la fin de notre émission, la synthèse. Ça sera encore plus efficace pour vous de pouvoir le faire. En tout cas, je vous remercie de votre fidélité. Et s'il s'agit de votre premier Soyons Direct, écoutez, j'espère que cela va vous plaire et que vous allez nous suivre à l'avenir. Pour moi, c'est un immense plaisir ce soir de recevoir et d'accueillir en direct de Toulouse Guillaume Vidal, qui est le directeur du service fiscalité, patrimoine, retraite de la belle association EDC, association que beaucoup d'entre vous connaissent déjà en tant qu'adhérent ou en tant que créateur de patrimoine, et qui va répondre à nos questions ce soir sur une thématique qui nous intéresse toutes et tous. Faut-il acquérir un bien immobilier pour le louer nu ou meublé? Bonsoir Guillaume, vous allez bien? Bonsoir Yann, très bien, je vous remercie pour votre invitation. Eh bien, écoutez, c'est super. Guillaume, juste peut-être pour vous situer, hein, vous êtes diplômé en droit bancaire et financier et vous avez fait ça à l'université de Montpellier et vous avez démarré votre carrière de juriste chez EDC il y a 10 ans avec des premières responsabilités au niveau du pôle fiscalité, puis ensuite la direction, comme je le disais, de ce magnifique pôle fiscalité, retraite et patrimoine. Et je tiens à le dire, c'est une spéciale dédicace pour vos adhérents, pour les créateurs de patrimoine NewSense. Vous êtes une sorte de bienfaiteur du quotidien, tant vous rendez des services à nos clients par votre maîtrise. Et je sais que vous n'êtes pas seul, vous allez nous le dire, de l'ensemble de ces sujets. En tout cas, merci pour ce que vous faites au quotidien. Alors, nous parlerons bien sûr en fin d'interview de votre action efficace et bénéfique. Mais avant cela, Guillaume, première question, est-ce que vous pouvez nous rappeler le rôle de l'association EDC, cette belle association à laquelle vos clients nos clients et adhérents sont particulièrement attachés? Alors c'est simple, EDC depuis 25 ans maintenant accompagne plus de 22 000 adhérents dans leur quotidien d'investisseurs sur les aspects immobiliers, patrimoine, fiscaux, retraite, mais aussi consommation ou encore énergie renouvelable. Notre rôle, c'est de les accompagner dans la globalité de leur investissement. Bon, écoutez, en tout cas, 22 000 adhérents, c'est vraiment important. C'est ça, c'est la force du collectif. C'est la force du collectif, effectivement, et la pression que ce collectif peut parfois mettre sur ceux qui ont besoin de vous entendre. On va commencer par une question directe, hein, c'est le thème de notre émission, Guillaume. Guillaume, si j'investis en immobilier, est-ce que c'est mieux pour moi de louer en nu ou en meublé? Alors, tout d'abord, avant de trancher sur la fiscalité, ce que nous verrons sans doute après, il faut se positionner déjà sur le choix du bien. Parce que ce qui est important quand on réfléchit à la location nue ou à la location meublée, c'est tout d'abord la localisation. On va cibler du meublé dans des villes, par exemple, étudiantes. Pour prendre l'exemple de Toulouse, sans être chauvin, sur Toulouse, on pourra facilement faire de la location meublée parce qu'il y a un potentiel étudiant qui est très important. À l'inverse, dans un côté plus rural, la location nue sera plus privilégiée parce qu'on n'aura pas soit des jeunes actifs, soit des étudiants. Et le deuxième point à voir, c'est également la typologie. La location meublée se prêtera plus à des plus petites surfaces de type T1 jusqu'au T2, mais sera beaucoup plus difficile à mettre en place dans des villas T3, T4. Donc, il faut déjà prendre en considération le choix du produit avant de réfléchir finalement à la fiscalité. D'accord. Donc, on comprend tout à fait votre logique. En fait, vous le rappelez, la situation et le marché locatif lié à la situation et la typologie du bien seront les premières choses à considérer. C'est tout à fait logique pour faire un bon investissement locatif, qu'il soit nu ou meublé. Exactement. Ça m'amène forcément à la question, justement, de voir avec vous quels sont, justement, de manière différencier les avantages que l'on va pouvoir aller chercher dans le nu, les avantages que l'on va pouvoir trouver également dans le meublé. Alors, au niveau donc, fiscal, on va avoir deux régimes pour chacun. Un régime micro, qui est un régime assez simple, et un régime réel.
Si on prend la location nue, donc classique, sans meubles, le régime micro permet d'avoir un abattement automatique de 30%. Ça, vous déclarez 1 000 € de revenus, vous avez un abattement de 300 €, vous êtes imposable donc sur les 700. Ce n'est pas le régime le plus avantageux dans la mesure où souvent on peut avoir des charges sur ce bien, notamment si on a fait une acquisition avec un emprunt. Donc là, on va plutôt opter pour le régime réel, nu, qui lui, le régime réel, va vous permettre de déduire toutes les charges. Donc ça va être les intérêts d'emprunt, les frais de gestion si vous avez un gestionnaire, la taxe foncière notamment. Et là-dessus, l'avantage de la location nue, c'est qu'on va pouvoir être éligible sur des dispositifs de défiscalisation, comme le dispositif Pinel, par exemple, le dispositif actuel. Sur le meublé, on va avoir la même dichotomie micro et réel. Sur le régime micro, l'abattement va passer à 50%. Donc là, il est un peu plus avantageux, mais toujours pareil, on sera imposable sur la moitié des revenus. Donc on va plutôt partir aussi sur le régime réel meublé pour trouver un avantage. Et là, l'avantage qu'il y a, c'est qu'au-delà des charges réelles que je viens de vous décrire sur la location réelle nue, on va pouvoir déduire un amortissement. Et c'est là, en fait, l'avantage de la location meublée régime réel, c'est la déduction d'un amortissement du prix de l'immeuble, du prix également des meubles ou éventuellement des travaux qui vont être réalisés. Et c'est vrai que ces amortissements-là, donc, qui sont des amortissements linéaires, c'est-à-dire qu'on va prendre pour l'immobilier, on va diviser sur 30 années le prix de l'immobilier et on va donc passer un morceau tous les ans et ça va venir en fait générer une charge supplémentaire et donc donner un résultat généralement négatif. Par contre, on ne sera pas dans ce cas-là éligible au dispositif Pinel qui est réservé aux nus. Donc, on a ces 4 régimes-là. D'accord. Alors, quand on vous écoute et quand on suit votre raisonnement, en fait, on va devoir faire un petit peu du sur-mesure. C'est ça, c'est exactement ça. Il faut vraiment s'adapter et analyser la situation pour pouvoir prendre la bonne décision en fonction déjà du bien, comme on l'a vu tout à l'heure, la typologie, le lieu, et ensuite par rapport à sa fiscalité. Si on cherche un avantage fiscal, notamment qui va venir gommer d'autres revenus, le nu va être à privilégier avec un dispositif Pinel adossé dessus. Si on cherche par exemple une rente défiscalisée, percevoir un loyer sans être imposé dessus, là on sera plus sur du meublé au régime réel. D'accord. Donc, forcément, et on va le rappeler, on parle de fiscalité, mais on parle aussi de prélèvements sociaux. C'est ça, puisque chaque fois que vous avez un revenu imposable, et c'est ça qu'on va essayer d'éviter, on va être imposé donc, sur l'impôt sur le revenu dans la tranche dans laquelle on se trouve, mais on est également imposable, et ça que ce soit meublé ou nu, c'est la même chose, aux prélèvements sociaux qui sont aujourd'hui à 17,2%. Ce qui fait que si on prend la tranche moyenne, nous, de nos adhérents qui est environ de 30% d'hier, plus 17,2% de prélèvements sociaux, on est à 47,2% d'imposition pour tout revenu foncier nu ou meublé bénéficiaire. Donc, c'est-à-dire que vous gagnez 100, vous payez 47 € d'impôt. Donc, c'est très vite, ça augmente énormément l'impôt. Donc, il va falloir choisir le bon dispositif pour éviter cette fiscalité qui peut être très débordante. D'accord, ouais, je comprends, c'est vraiment un point important. Alors, je ne sais pas si c'est au cours de notre émission ou peut-être par la suite où nous pourrons faire peut-être parvenir à nos auditeurs un tableau qui puisse synthétiser tout Oui. ça. Alors, je peux vous le partager si vous voulez. J'ai préparé un tableau pour essayer de résumer un peu ce que je viens Ah, de ok, vous dire. très bien, J'ai super. conscience que les chiffres, c'est plus simple. Alors, je n'ai pas la faculté de partager mon écran. Alors, je vais voir si je peux vous aider. Euh, Voilà, je pense que c'est bon là. Alors, parfait. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, parfait. Voilà, donc là, vous avez un exemple qui permettra, je pense, à nos auditeurs de mieux comprendre. Donc, je vous disais le régime micro. Vous voyez que sur un loyer donc, similaire de 7 000 € dans les 4 options, on va générer donc, sur un impôt estimé tranche à 30% plus prélèvements sociaux à 2 313 € d'impôt. Dès qu'on passe au régime réel, vous voyez que les charges réelles étant plus importantes que le forfait de 30%, on tombe à 472 € d'impôt. Et là, attention, ces 472 € d'impôt, ça ne prend pas en considération ce que je vous disais, c'est l'optimisation possible dans la mesure où on est sur un bien neuf, bien sûr, en Pinel. Et là, typiquement, sur un loyer de 7 000, on peut estimer un investissement à 250 000 €. On aurait une réduction d'impôt de 5 000 € qui viendrait gommer donc, les 472 € d'impôt, mais également là, les autres revenus, notamment l'impôt lié au salaire de la famille ayant fait cet investissement. La seule tranche qui ne sera pas enlevée, ça va être les prélèvements sociaux, puisque le Pinel ne peut pas gommer les prélèvements sociaux, mais ça gommera l'impôt sur le revenu. Sur le meublé, donc même D'accord. système. Juste peut-être pour la bonne compréhension de chacun,
Quand vous dites 5 000 euros, c'est bien par an et C'est pour ça. au cours des 9 premières années, C'est hein, ça. Donc, c'est effectif de la 5 mise 000 en application. euros sur 9 années. Et encore, ça peut être prolongeable 3 ans avec une réduction un peu inférieure, mais on peut aller jusqu'à 12 ans et donc augmenter encore cet avantage fiscal. Donc là, ça sera l'optimisation, ça sera ça pour un bien neuf, par exemple. D'accord, oui, donc c'est quand même une belle réduction d'impôt, C'est ça, rappelons-le, qui est de 2% pendant du les prix du 9 bien. premières Ouais. années et encore 1% sur les 3 années C'est ça, sur suivantes, les si 3 jamais. dernières années et qui va pouvoir gommer au-delà des revenus fonciers. C'est-à-dire que là, on va pouvoir jouer sur la fiscalité de toute la famille, avec notamment la fiscalité des revenus, traitements et salaires ou pensions de retraite. Sur le D'accord. meublé, on a à peu près la même chose, donc toujours pareil, micro et réel. Sur le régime micro, donc abattement de 50% qui permet donc de réduire le revenu imposable à 3 500 euros avec un impôt à 1 652. Juste une précision, on peut monter cet abattement et ça peut être intéressant pour peut-être certains qui font du meublé de tourisme et monter cet abattement à 71%. Mais il faut être reconnu et donc classé meublé de tourisme pour avoir un abattement supplémentaire. Mais c'est ça, Et le il faut faire la démarche C'est d'aller ça. Il chercher faut être un classement. reconnu, validé, être classé donc, par un organisme indépendant qui donne cette catégorisation. D'accord. Et si on en revient à votre raisonnement, le tourisme ne peut pas s'appliquer partout. Exactement. C'est pour ça qu'il faut toujours. Les avantages fiscaux sont là et on le voit que ce soit dans le nu ou dans le meublé, mais il faut garder à l'esprit qu'il faut derrière une rentabilité, donc il faut que des loyers rentrent. Et si on fait du tourisme dans un endroit qui n'a pas du tout d'accès touristique ou étudiant, parce qu'on est sur à peu près les mêmes publics, il vaut mieux rester sur du nu et investir là où on va pouvoir attirer des familles qui vont établir leur résidence principale définitive en louant un bien. Et le régime réel, donc ce que je vous précisais, c'est qu'on a bien nos 6 000 euros de charges réelles, mais on va venir ajouter un amortissement donc, de l'immeuble, des meubles, puisque qui dit meublé dit ameublement, bien sûr, et également des travaux qui peuvent être réalisés dans le bien. Et donc, grâce à ces 2 500 euros d'amortissement, on va pouvoir donc générer un résultat imposable déficitaire et qui va donc ramener l'impôt à 0 euros au niveau du meublé. Précision juste sur le déficit pour nos auditeurs qui sont habitués au foncier. Ce déficit-là, par contre, ne va pas venir gommer d'autres revenus. C'est-à-dire que ça ne va pas venir faire baisser mes salaires. Ça va être stocké pour éventuellement, dans l'avenir, gommer un bénéfice meublé. Donc, ce déficit, il est mis de côté, mais en tout cas, le plus important, c'est que ça ramène l'impôt à zéro sans réduction d'impôt dans ce cas-là. D'accord. Vous confirmez bien que si on a un déficit dans le cadre du NU, Oui. il est reportable pendant 10 ans sur des revenus de même nature. C'est ça. Et dans le nu, il peut même être imposable. C'est-à-dire que si je reprends mon exemple là, des travaux sont nécessaires dans le logement et vont générer peut-être 8 000 euros de charges réelles avec des travaux. Je vais donc dégager un résultat de moins 1 000 euros. Là, dans le nu, les moins 1 000 euros vont pouvoir baisser mes salaires. Donc, c'est un avantage aussi du nu, c'est que le nu permet, sous certaines règles, notamment les travaux, typiquement les charges liées aux travaux, de générer un déficit imputable sur les autres revenus. Le meublé n'a pas cet avantage-là. C'est ça. Donc, y compris si on n'a pas de revenus fonciers, c'est les fameux C'est 10 ça. 700 euros Exactement. C'est annuels ça. que Jusqu'à chacun 10 d'entre 700 nous. euros, on va pouvoir déduire les revenus, le déficit lié notamment à des travaux. C'est souvent ce qui peut arriver dans du nu, pas forcément du nu neuf là, mais du nu ancien. On va pouvoir les travaux réalisés, en tout cas les travaux d'entretien, de réparation ou d'amélioration du logement, vont pouvoir générer un déficit imputable sur les autres revenus. D'accord. Et concernant le report des amortissements qui n'auraient pas été utilisés, là, on a quoi comme durée? Alors, au niveau donc, du meublé, les amortissements, eux, qui ne sont pas utilisés, sont reportés sans délai. Et le déficit, lui, qui est reportable, il est reportable 10 ans aussi. Donc, il y a un D'accord. double report, c'est-à-dire que les amortissements, on les met de côté, et le déficit qui est généré par les autres charges que l'amortissement, lui, peut être reportable 10 ans. Bon, bah, écoutez, c'est très clair et merci pour ce tableau d'ailleurs que l'on tiendra à disposition de tous nos auditeurs et que chacun pourra revoir sur le replay hein, de notre émission. En tout cas, merci, c'est très clair. C'est très Oui, je me disais clair. que ça résumerait plus que, voilà, c'est compliqué à l'oral de présenter ce genre de régime. Le tableau, je me dis que ça présenterait. Oui, bah, de toute façon, un bon dessin, c'est mieux qu'un long discours. Exactement. Bon, en tout cas, ça met en avant, et c'est juste un petit coup de pub, hein, mais ça met en avant aussi le travail qui est fait au quotidien entre nos créateurs de patrimoine et les personnes dont ils s'occupent hein, quant à la création et à la valorisation de leur patrimoine. Vous venez de nous répondre effectivement de manière logique et immobilière sur le fait que, bien entendu, le type de produit, leur localisation
permet effectivement plus ou moins de pouvoir aller de manière délibérée vers le nu ou le meublé. Et le deuxième point, donc, c'est que finalement, il y a beaucoup de paramètres à prendre en considération. Et là, c'est clairement le travail qui est fait conjointement entre nos clients et leurs créateurs de patrimoine. C'est ça, de bien choisir le produit avant de choisir la fiscalité qui sera la plus adaptée. Il faut vraiment prendre les deux notions et le choix se fait vraiment sur la globalité des éléments qu'on vient de voir. Alors, je suis sûr, Guillaume, que ça va évoquer, ça va créer beaucoup de questions et on les prendra dans quelques instants. Mais moi, j'ai une question avant cela quand même. Est-ce que tout cela est figé? Pour la bonne compréhension de notre public, voilà, si je décide de louer en nu, est-ce que je dois m'en tenir à louer en nu ad vitam? Et inversement, si j'ai choisi l'option du meublé, est-ce que je dois rester dans le meublé? Est-ce que les choses sont arrêtées définitivement? Alors, ce n'est pas arrêté définitivement, mais il y a quand même des engagements. Si je pars sur le régime, donc là où il y a des engagements, c'est les régimes réels. Quand j'opte pour le régime réel foncier, donc la location nue, je suis engagé pour 3 ans. Donc, il faudra que je fasse 3 exercices complets au régime réel, donc en remplissant mes charges réelles dans une déclaration de revenus fonciers. Au bout de ces 3 ans, je suis libre de repasser au régime micro-foncier, si je trouve ça plus adapté, ou alors de basculer complètement donc, sur un autre régime, en l'occurrence meublé. Et là, sur le régime meublé, par contre, non. L'engagement, il est annuel. Donc, tous les ans, je prends l'engagement de faire du régime réel. Et ensuite, je vais donc lever l'option pour soit rebasculer au régime micro, soit rebasculer au régime réel. Donc, il y a plus de flexibilité avec le meublé. Avec le nu, il y a cet engagement de 3 ans initial lorsqu'on opte pour le régime réel. Bon, alors ça, c'est une très bonne nouvelle. Ça n'est pas figé. Ça. Mais là aussi, on peut optimiser en fonction de paramètres qui sont plus liés à chacune et à chacun d'entre nous, en tout cas aux ménages hein, qui investissent. C'est ça. OK, donc ça, c'est très bien. Euh, les règles et contraintes pour passer de l'un à l'autre sont lourdes. Alors, la contrainte qu'on peut avoir, notamment quand on a commencé par faire du nu et qu'on bascule sur du meublé, ou l'inverse, c'est qu'il y a des baux différents. Que lorsqu'on loue nu, on a donc des baux d'habitation de 3 ans. On loue meublé, pardon, on a des baux de 1 an. Donc, on ne peut pas changer en cours de route avec le locataire dans le logement ces règles. Donc, il faut être vigilant pour le faire à un changement de bail pour pouvoir basculer. Et derrière, ben, si on passe du nu au meublé, il faut amener des meubles. Et à l'inverse, il faut retirer les meubles si on veut repasser au nu. Donc, il faut être en accord avec le locataire ou profiter en tout cas du départ d'un locataire. C'est ce que nos adhérents font souvent. C'est-à-dire au départ d'un locataire, on décide, comme vous le disiez, c'est vrai que la situation fiscale de la famille évolue et on peut avoir quelqu'un qui a eu un bien qui a été neuf pendant un temps, qui a bénéficié d'une défiscalisation et qui, au terme de cette défiscalisation, le locataire s'en va, les conditions de la défiscalisation sont remplies, les intérêts d'emprunt sont diminués parce que ça fait 12-15 ans on a payé l'emprunt. À partir de là, ça pourra être avantageux de basculer sur du meublé en profitant du départ d'un locataire sur un nouveau bail meublé de Nantes. D'accord, OK. Bon, évidemment, on vous entend et on voit quelle est la maîtrise et je pense que c'est toute l'expérience hein, que vous accumulez, puisque finalement, vos adhérents sont eux-mêmes amenés à utiliser Ah tel ou tel oui, dispositif à un j'ai instant T. répondu à une question similaire cet après-midi pour un de nos adhérents qui s'interrogeait sur un bien de famille dont il a hérité et il réfléchissait à quoi faire de ce bien qui était situé dans une ville assez dynamique et il hésitait entre le nu et le meublé. Donc, on avait exactement cette conversation avec l'un de nos adhérents il y a quelques heures. D'accord. Bon, en tout cas, c'est du pratique et on voit que tout l'intérêt, effectivement, de votre réflexion, de votre approche et de votre conseil pour ne passer à côté d'aucun avantage, mais aussi pour éviter ces quelques contraintes ou en tout cas travailler avec, finalement. Ça, les intégrer pour l'inclure dans le plan, dans le projet qu'on prévoit. OK, super. Bon, c'est toujours aussi clair et évidemment, on va prendre maintenant, s'il y en a déjà, les questions. Alors, le principe, hein, c'est de pouvoir écrire. Vous avez la possibilité de d'écrire vos questions et je me ferai votre porte-parole pour justement les poser à Guillaume. Pour l'instant, peut-être que les questions qu'on a posées, qui sont toujours le fruit déjà d'une première réflexion avec certains de nos clients qui anticipent cette émission et qui nous les posent. Donc, c'est aussi le sens des questions que j'ai pu vous poser jusque-là. Donc, s'il n'y a pas de questions pour l'instant, ben, on va pouvoir continuer. Euh, Finalement, donc, ce match qu'on pourrait imaginer meublé contre nu ou nu contre meublé, en fait, ce n'est pas un match
définie ou arrêtée. Oui. On sait aussi, et si vous me le confirmez, que on peut très bien démarrer là, et on voit assez souvent l'intérêt pour nos clients, Guillaume, de pouvoir commencer par un dispositif fiscal tel que le Pinel, par exemple, ou le Malraux, ou le Pinel optimisé au déficit foncier. Et peut-être lorsque l'obligation locative dans la durée est atteinte, de pouvoir changer de dispositif. Vous nous confirmez que ça, vous y assistez régulièrement Tout à aussi. fait. Aujourd'hui, c'est ce qu'on vit avec l'investissement cellier, la loi Cellier qui était le prédécesseur du flot Pinel. Et nos adhérents qui arrivent au terme du cellier, nous, c'est ce qu'on fait aussi, c'est qu'on s'assure que le dispositif cellier a bien été respecté. Et ça leur permet, une fois qu'on a fait cette étape-là de vérification fiscale des engagements liés à la défiscalisation, de basculer sur le meublé ou sur des dispositifs sociaux, par exemple, si on le souhaite en fonction du zonage. Et c'est exactement ce qui pourra se passer et ce qui commence à se passer avec les Pinel 6 ans, puisque les premiers Pinel 6 ans arrivent à leur terme chez nos adhérents. Et la réflexion se mène de savoir est-ce qu'on continue, est-ce qu'on bascule sur du meublé. Là aussi, voilà, c'est quelque chose qui est totalement faisable. Ce n'est pas figé, comme on le disait tout à l'heure. Donc, bénéficier d'un avantage fiscal ne vous enlève pas la possibilité demain de faire du meublé pour avoir un autre avantage. C'est totalement adéquat et ça permet justement d'aller jusqu'au bout, on va dire, de l'opération et de tirer le plus d'avantages possible d'un investissement locatif. D'accord. OK. Alors, j'ai une question de Michel. En meublé, doit-on être inscrit au registre du commerce? Alors oui, c'est une formalité. En fait, alors c'est assez simple, c'est le formulaire POI qui permet en fait de remplir et d'opter justement dans ce formulaire pour le régime micro ou le régime réel. Donc on va avoir un numéro ciré, quel que soit le choix du régime. Il faut le préciser parce que beaucoup de personnes pensent qu'au régime micro, on n'a pas besoin de faire cette démarche, mais si, il faut la faire aussi. Donc mais c'est une démarche assez simple avec laquelle on va vous octroyer un numéro ciré suite au dépôt de ce formulaire. D'accord. Donc, on rappelle le nom de ce Alors formulaire, c'est PO et un petit i en minuscule. PO et un petit i en Voilà. minuscule. OK. Alors, la question qui va avec, c'est est-ce qu'il faut avoir recours à un expert comptable en Alors meublé? oui, ce n'est pas obligatoire, mais en tout cas, c'est recommandé puisque nous accompagnons nos adhérents sur toute la partie de la fiscalité liée aux revenus fonciers, par exemple, à leur fiscalité propre, mais nous n'avons pas la possibilité de les accompagner sur cette déclaration-là, puisque, alors, je parle pour le régime réel, hein, pas pour le régime micro, parce que le régime micro, vous déclarez juste dans une case le montant, donc ça, on peut tout à fait accompagner nos adhérents là-dessus. Mais le régime réel, c'est vrai qu'il est recommandé d'avoir recours à un cabinet d'expertise comptable parce que vous allez déclarer en fait un peu la liasse comptable d'une petite entreprise avec un tableau d'amortissement, parce qu'on a parlé des amortissements, donc il y a un tableau dans lequel on va indiquer ça, des provisions également, un compte de résultat. Donc ça, c'est recommandé d'avoir un cabinet comptable et nous avons un partenariat avec un cabinet comptable, ça compte pour moi, pour nos adhérents, faire de négocier le tarif pour que nos adhérents bénéficient d'une offre complémentaire à celle que l'association propose pour faire leur déclaration. Ah, donc ça, c'est toujours intéressant. Donc, par votre intermédiaire, la possibilité d'avoir des tarifs C'est ça, c'est ce et qu'on négocie. j'imagine, Guillaume, probablement une très bonne connexion entre le Exactement, cabinet. c'est ça. Le but, c'est qu'on puisse travailler, nous, comme on le fait avec les créateurs de NewSense, c'est de travailler avec nos partenariats ensemble pour que ça fonctionne le mieux possible, que ça soit le plus simple possible pour nos adhérents aussi. Et s'il y a une difficulté, on appelle l'expert comptable, on appelle le conseiller pour échanger sur la situation. Donc, c'est vraiment le but, voilà, c'est de globaliser ça et qu'on puisse échanger entre nous pour que pour le client, ça soit le plus simple possible, quel que soit son choix. D'accord. Et on a bien entendu le nom du cabinet Ça qui est compte très pour moi. sympa. Ça compte pour Voilà, moi. ça compte pour moi, qui est une filiale de la compagnie fiduciaire et avec qui nous nous sommes rapprochés parce que ils ont une offre aussi digitale qui est très pratique pour nos adhérents qui cherchaient quelque chose, un outil, on va dire, fonctionnel et rapide pour faire ces déclarations-là. Très bien. Bon, bah, super. Julien, qui nous pose la question suivante. Quels sont les meubles essentiels à prévoir dans le bien immobilier dans le cadre d'une location meublée? Alors, ces meubles c'est beaucoup plus clair depuis quelques années puisque il y a un décret qui prévoit le mobilier. Je ne vais pas vous faire la liste prévert du mobilier, mais il faut que la personne puisse entrer dans le logement avec simplement on va dire son bagage personnel et utiliser le logement. Donc, ça implique un mobilier classique, le lit, literie, vaisselle, cuisine. Il faut que l'habitation puisse être utilisée avec juste une valise.
D'accord, c'est le principe. Je n'ai pas besoin d'amener mes C'est ça. assiettes et mes Voilà, c'est pas. casseroles. Il faut que ça Pour soit être- équipé. Donc, le décret prévoit cette liste-là et un bail meublé également qui existe maintenant et qui est une norme permet de faire référence à ce décret. Et c'est là où il faut être vigilant parce que la location meublée, c'est par exemple, c'est pas simplement une cuisine ou une salle de bain équipée. Il faut vraiment qu'il y ait tout le mobilier nécessaire à un usage classique d'une habitation pour 2, 4, 6 personnes en fonction de la taille. D'accord. Non, mais voilà, et bien entendu, on tiendra à la disposition de Julien cette liste, hein, Mhm. que vous le savez, après l'émission, on fait en sorte de continuer le dialogue et de continuer à répondre également par les documents qui conviennent. Mais la définition, moi, je la trouve très bien, c'est ça. Est-ce que je peux arriver dans ce bien avec juste mon nécessaire, mes vêtements et pouvoir vivre de manière naturelle et Bien, normale? m'installer. Ok, super. Alors, j'ai une question d'Olivier qui s'excuse. Il est tout excusé parce qu'il avait un peu de difficulté a priori à se loguer en début de Zoom, qui nous demande LNP, LMNP, quels sont les critères pour choisir? Alors, ce n'est pas forcément les critères pour choisir, c'est quels sont les critères en fait pour savoir dans quel régime vous allez être. Donc, LMP, c'est ce qu'on appelle la location meublée professionnelle et LMNP, c'est la location meublée non professionnelle. Tout ce qu'on vient de voir, c'est du non professionnel, c'est-à-dire que le revenu que vous tirez des locations meublées n'est pas votre revenu principal, c'est-à-dire qu'il est inférieur à tous vos autres revenus, salaire ou autres revenus fonciers, et également inférieur à 23 000 euros. Le seuil est à 23 000 euros, donc pour être dans ce qu'on appelle la location meublée professionnelle, il faut donc générer plus de 23 000 euros de location meublée et que ça représente plus de la moitié, plus que tous les autres revenus dont on dispose. Et là, on est dans un régime qui est totalement différent puisqu'on va être notamment assujetti comme une entreprise, une réelle entreprise, aux cotisations URSSAF avec une imposition forfaitaire sociale puisque ça devient votre activité principale. Donc, la grande majorité des investisseurs sont en location meublée non professionnelle parce que les revenus généralement de leur salaire sont supérieurs aux revenus des meublés. Alors, ça ramène les plus anciens d'entre nous à une époque où c'était beaucoup plus simple. Mm. Parce qu'avant, c'était et ou. Et maintenant, C'est ça. il faut absolument voilà, C'est que ça. Et il y le avait un critère revenu. d'enregistrement au RCS avant, au registre du commerce, qui n'existe plus puisque tout le monde doit être enregistré au registre du commerce maintenant. Donc c'est vrai que c'est plus, et c'est rare quand même de dépasser les critères, notamment avec ce critère-là que les revenus doivent être les plus importants, ceux de la location meublée. Donc, pour résumer votre réponse, Guillaume, et pour répondre à Olivier, donc, ce n'est pas vraiment des critères pour choisir, c'est finalement les quantums, c'est-à-dire C'est ça. quel revenu on tire de cette activité par rapport aux revenus que l'on a par ailleurs, que ce soit les revenus du travail ou du capital, finalement. C'est ça. Oui, ou les revenus fonciers, parce que les revenus fonciers ne rentrent pas non plus là-dedans, ils sont considérés comme d'autres revenus sur le nid. Bien sûr. Ok, bon, bah, super. Peut-être qu'il y aura d'autres questions, mais en tout cas, je pense que ces questions sont bien génériques et permettent d'y voir plus clair encore. Guillaume, vous nous avez présenté au début de cette émission rapidement hein, EDC, l'association EDC, mais je crois qu'il y a chaque année un grand moment d'intensité, un grand rendez-vous avec vos adhérents, qui est la période de déclaration fiscale, c'est bien ça? Alors, tout à fait. Chez nous, on va dire que le printemps n'est pas forcément synonyme des beaux jours, mais synonyme de fiscalité, puisque nous Ouais. accompagnons tous nos adhérents dans leur déclaration de revenus. Donc, nous mettons en place une permanence téléphonique et des rendez-vous physiques pour nos adhérents toulousains et haut-garonnais à Toulouse. Nous accompagnons donc environ 15 000 déclarations et nous envoyons un livret d'aide en fait à chacun de nos adhérents pour le guider en fonction de ses investissements. Donc, c'est un livret personnalisé dans lequel il va retrouver les informations qu'on vient de voir sur la partie nue, mais également pour les Pinel, le montant de la réduction, les règles de chaque dispositif. Donc, c'est en effet un moment très intense où on mobilise environ 50 collaborateurs, puisqu'on recrute une trentaine de collaborateurs extérieurs à l'association, des juristes, des experts comptables pour cette période, plus une vingtaine de collaborateurs de l'association qui sont mobilisés, dont mon équipe, pendant ces 5 semaines, on va dire 5-6 semaines très intenses au mois d'avril et de mai. D'accord. Bon, pour être concret, hein, ce n'est pas le moment que nous préférons, nous les Français, ce moment C'est où ça. il va falloir réunir des papiers, des documents. Donc, concrètement, comment ça fonctionne? Vos adhérents vous adressent des documents? Alors, on essaie de s'adapter vraiment à toutes les situations. Donc, il y a ceux qui souhaitent être guidés par téléphone de A à Z, et parfois même de l'allumage de l'ordinateur jusqu'à la fin. Donc là, des fois, ça peut être très, très long. Ensuite, on a ceux qui n'ont pas forcément le temps, qui nous envoient les documents. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on
prépare la déclaration pour eux et on leur transmet en fait la traduction de tous ces documents en déclaration qu'ils peuvent après ressaisir sur leur espace. Et ensuite, sinon, rendez-vous donc physique dans nos locaux où on va pouvoir ensemble faire la déclaration. Et pour l'année prochaine, on va essayer de mettre en place aussi de l'accompagnement visio pour certains de nos adhérents qui le souhaitent, ou des partages d'écran pour essayer de simplifier, parce que c'est vrai que la télédéclaration reste compliquée pour nos adhérents les plus âgés. Parfois, ça reste une étape un peu compliquée quand on a plusieurs biens, de tout saisir, de ne pas faire d'erreur. C'est souvent la crainte de l'erreur en fait qui inquiète nos adhérents, de se tromper en remplissant la mauvaise case. Donc, on essaie d'être le plus polyvalent pendant ces 6 semaines. Bon, alors je suis âgé, mais peut-être pas le plus âgé de vos adhérents, mais je dois avouer que chaque année, c'est vrai que c'est toujours fastidieux, hein, et chaque année, il y a des choses nouvelles qui apparaissent, auxquelles il faut s'adapter. Donc, forcément, vous-même, vous avez cette préparation, j'imagine, Pour vous faite. dire, on vient de commencer lundi. On a commencé les premières réunions de préparation lundi dernier. Donc, on est déjà la tête un peu dedans pour arriver à planifier les formations internes, pour planifier la mise à jour des documents notamment et l'aide qu'on peut proposer à nos adhérents. Donc, on s'y met 6 à 7 mois avant. Donc, j'ai déjà un peu la tête dedans. Bon, c'est comme les compétiteurs, la compétition, ça se prépare. Comment ça Euh, je crois savoir, alors notre crainte à tous en tant que contribuables, c'est de faire une erreur, hein, qui puisse nous être reprochée par l'administration fiscale, mais je sais que là aussi, vous êtes en relation avec l'administration fiscale, et je crois même que chaque année, vous permettez à vos clients, à vos adhérents, pardon, de récupérer de l'argent. C'est bien ça, hein? Exactement. Alors là, pour 2021, on vient de passer la barre du million d'euros récupérés pour nos adhérents dans des litiges donc, fiscales et patrimoniales. Et l'année dernière, nous étions à 1,7 million aussi sur ce pôle-là. Sur notre pôle, et au niveau de l'association, on est environ un peu plus de 3 millions. Ah, c'est génial. C'est génial parce que des fois, on se trompe, et cette erreur peut effectivement entraîner une augmentation de notre fiscalité. Et ça, vous savez le dénouer Tout à quelque fait. part. On accompagne nos adhérents, que ce soit lorsqu'ils font l'objet d'un redressement fiscal pour défendre soit l'intégralité du redressement, soit à minima les pénalités, en expliquant qu'il s'agit d'une erreur notamment. Et on accompagne aussi ceux qui se rendent compte, parce qu'on parlait tout à l'heure du Pinel. C'est vrai que le Pinel, c'est une case sur une déclaration. Si vous avez le malheur de faire marche arrière sur la télédéclaration, la case disparaît et donc vous n'avez plus votre investissement. Donc, on accompagne aussi nos adhérents dans la correction de ça pour qu'ils puissent récupérer leurs avantages fiscaux très rapidement et obtenir donc le bénéfice qu'ils attendent de leur investissement. Donc, on accompagne environ chaque année 500 adhérents sur des rectifications, sachant que cette année, il y a eu un bug du site des impôts sur une période de fin mai à début juin qui a fait. Il y a eu des problèmes d'enregistrement, donc on a beaucoup d'adhérents qui sont revenus vers nous en disant mais j'ai des captures d'écran de ce que j'ai fait, ça n'apparaît pas, donc on les a accompagnés. Il y en a eu beaucoup plus cette année. On est encore dessus, là au mois d'octobre. Donc c'est une année particulièrement chargée au niveau de la fiscalité. Alors, on parle de la fiscalité, mais vous avez aussi d'autres univers, hein, chez EDC. Tout à fait. Alors nous avons en plus le patrimoine, donc on accompagne nos adhérents sur tout ce qui va être particulièrement les successions, le droit de la famille, les régimes matrimoniaux. Donc là, on apporte une information. Également sur la retraite, où là, on travaille avec nos adhérents qui s'interrogent sur l'estimation de leur retraite ou quand ils veulent récupérer des trimestres qui n'apparaissent pas. Et ensuite, au-delà de mon service, on a bien sûr un pôle immobilier qui va accompagner nos adhérents dans toutes les questions qui peuvent se poser, les problématiques qu'ils peuvent rencontrer. Les énergies renouvelables, parce qu'on a beaucoup d'adhérents qui ont investi là-dedans et qui ont des questions particulières. Donc, on a une collaboratrice dédiée pour eux. Et également tout ce qui va être banque et consommation pour les litiges du quotidien. D'accord, donc plusieurs univers et globalement, vous accompagnez vos adhérents dans tous les domaines pratiquement de leur vie patrimoniale. Exactement. On Mais essaie parfois, de les accompagner dans toutes les problématiques qu'ils peuvent rencontrer. On essaie de trouver une solution avec notamment, comme je disais tout à l'heure, la force du collectif qui fait que lorsque DC peut s'adresser à un tiers, ça peut avoir plus de poids que le consommateur tout seul face à une compagnie aérienne. Par exemple, pour donner un exemple concret de ce que peut faire notre pôle consommation, on a plus de poids quand on est ensemble très souvent. oui, c'est ça. Mais c'est l'union qui fait la force. C'est 22 000 adhérents, ça fait de la force, évidemment. Alors, question, combien ça coûte? Eh bien, la cotisation en association pour une année et l'accès à l'ensemble de nos services coûte 180 euros. Et ces 180 euros sont déductibles, bien sûr, des revenus fonciers ou des revenus meublés. Dans la mesure où on vous accompagne sur ce domaine-là, elle peut totalement être déduite au niveau des charges dont nous parlions tout à l'heure. D'accord. Donc, ça veut dire que ça va venir diminuer un peu C'est donc, ça, voilà, ça va réduire le bénéfice foncier ou le bénéfice industriel et commercial du meublé.
Ok, bon, tout ça pour potentiellement récupérer 1 million, 1,7 million. Ça vaut le coup. C'est global. Bah oui, c'est pas cher finalement le prix de la tranquillité. Exactement. Ah, tout à fait. Ça, je ne vous dirai pas le contraire. Finalement, vous devriez avoir 67 millions d'adhérents bientôt. Je serais ravi de les aider tous. Bon, en tout cas, c'est vrai que vous l'entendez bien, nous qui sommes fan hein, de votre action et pour nous, vous êtes un complément utile et quotidien au travail que nous faisons avec nos clients. C'est vrai qu'on propose systématiquement à nos clients de devenir adhérents et finalement de pouvoir profiter de votre belle équipe à ce niveau-là et du soutien que ça apporte. D'ailleurs, je voudrais rappeler que c'est le métier hein, que nous faisons et que font les créateurs de patrimoine Newsense, justement, de pouvoir accompagner chacune et chacun dans ses projets de vie essentiels. Alors, on parle beaucoup de retraite, mais pas que, mais la retraite, c'est quand même quelque chose qui nous mobilise, même les plus jeunes. Moi, mes fils qui sont dans la vie active à 26 et 30 ans sont déjà en train de préparer leur retraite. Ça veut dire beaucoup, mais de travailler aussi sur tout ce qui va concerner la préparation de projets futurs, l'éducation des enfants, payer moins d'impôts pour pouvoir les utiliser justement peut-être dans ce type d'opération. Ça fait vraiment partie des choses qui nous intéressent au quotidien et qui font l'action des créateurs de patrimoine Innocence auprès de vous et vous, public, et en complément, vous l'avez compris, avec derrière la sécurisation de décès. Alors, je crois qu'il y a une nouvelle question. Ah, Olivier, à nouveau, qui nous pose la question suivante. Dans un immeuble avec un lot commercial et un logement, peut-on louer en meublé? Oui, puisque le fait que l'immeuble soit composé d'un logement et d'un local commercial, généralement les locaux commerciaux sont loués nus. Donc là, on va déclarer au nu le local commercial et le logement, on peut tout à fait, dans la mesure où on le meuble, le louer meublé. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que l'option dont on parlait tout à l'heure, et la question d'Olivier Breton me permet d'y revenir, c'est que l'option, elle est globale, c'est-à-dire qu'elle est globale, mais par régime. Si j'opte pour le régime réel dans ce cas-là, pour le local commercial qui est loué donc nu, cette option, je vais l'avoir pour tous mes autres biens. Donc, c'est-à-dire que je ne pourrai pas faire de la location nue au régime micro avec un autre bien. Par contre, rien ne m'empêche de faire du micro sur le meublé. L'option micro ou réel, on l'a choisie pour le meublé ou pour le nu. Et à ce moment-là, tous les logements loués meublés seront au régime micro si j'opte pour le micro, et tous les logements nus seront loués au régime réel nu si j'opte donc pour le nu. Mais dans ce cas-là, on peut tout à fait découper et avoir quelque chose de plus avantageux en meublé pour le logement et plus avantageux en nu pour le local commercial. Très bien. Alors, j'espère que ça a parfaitement répondu à la question d'Olivier, mais surtout, Olivier, il y aura une suite, bien entendu, à ce Soyons Direct, puisque dès demain, les personnes qui ont eu le plaisir de vous inviter se mettront à votre disposition pour commenter, revenir sur ces différentes informations et surtout, très bien. Avec plaisir. Merci Guillaume de la part d'Olivier. Voilà. Merci. Donc oui, de revenir avec vous, puisque c'est notre quotidien, effectivement, d'être à vos côtés pour vous accompagner dans ces projets de vie. Tiens, je reviens là-dessus parce qu'on a parlé tout à l'heure de micro BIC, de micro foncier. Est-ce qu'on peut rappeler peut-être les plafonds pour en profiter? Alors, le plafond du microfoncier, c'est 15 000 euros. Alors après, c'est un plafond, c'est-à-dire au-delà duquel on bascule au régime réel. Par contre, on peut opter volontairement. C'est-à-dire, si j'ai que 5 000 euros ou 7 000 euros pour prendre mon exemple de tout à l'heure, je peux opter directement sur le régime réel. Au niveau du meublé, c'est encore plus haut puisqu'on est sur 70 000 euros, si je ne dis pas d'erreur. Et toujours pareil, je peux opter volontairement à être au régime réel, même si je suis en deçà de ce plafond. Donc, les plafonds, c'est juste automatiquement qu'on y passe. Mais très souvent, pour voir avec nos adhérents, c'est plus un choix, comme on le disait, réfléchi avec leur conseiller ou avec eux en direct sur cet intérêt ou pas d'être au régime réel, même si on est en dessous des plafonds. D'accord, ok. Bon, évidemment, sauf ceux qui ont pris beaucoup de notes, il y a eu beaucoup d'informations. Et évidemment, on va revenir vers vous et comme on vous l'a promis, on diffusera ce tableau très synthétique et très clair hein, que vous nous avez préparé, Guillaume, pour cette émission. Voilà, bah, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions,
On va donc clôturer dans un instant ce Soyons Direct. Et sachant que s'il y a des questions, encore une fois, à partir de demain, Guillaume, on peut dire que vous engagez à y répondre? Sans problème, avec plaisir. Ok. Alors du coup, attention, ça sera peut-être des questions plus particulières. Et puis après, si on veut avoir accès à tout, hein, on l'a compris, il faut devenir adhérent, je le rappelle. Avec plaisir. Je précise que, on peut devenir aussi adhérent en tant qu'entreprise. Alors, tout à fait. Nous avons en fait une EDC donc, qui est réservée aux particuliers. Nous avons la même chose au niveau des entreprises qui s'appelle EDC Pro et qui propose un accompagnement donc, similaire à ce que fait EDC, mais pour les professionnels. Donc, on a les deux équivalents, les deux sœurs, on va dire, la petite sœur d'EDC qui est EDC Pro. D'accord, ok. Bon, ben voilà, l'univers s'élargit encore un peu, c'est Exactement. formidable. Guillaume, c'est le moment pour moi de vous remercier au nom de notre public, Avec de remercier bien entendu les créateurs de patrimoine qui ont contribué au succès de cette émission en proposant à leur entourage, à leurs clients d'être présents, à notre service marketing, à Jennifer qui est toujours là tard le soir pour faire en sorte que tout se passe bien. Merci Jennifer, c'est top. Et puis merci à notre public, cher public, de nous être fidèles. Ah, et il y a des remerciements qui arrivent encore en plus. Alors, bientôt la fin de l'année, bientôt Noël. Donc, vous avez remarqué, j'entendais ça ce matin à la radio très tôt, que il y a des gens qui ont commencé déjà à faire les achats de Noël. Bon, c'est plutôt, on parle de pénurie, mais c'est toujours bien de le faire dans l'anticipation. Moi, je vais vous faire le cadeau de cette fin d'année. Je vais vous dire dès aujourd'hui que notre prochain Soyons Direct se déroulera le 1er décembre. Voilà, c'est facile à retenir, 1er décembre. Et là, nous recevrons un sociologue, un professeur, qui est également membre du comité scientifique de Pierre-Val Santé. Hein, vous le savez, nous sommes tout simplement très fans, comme vous, chers clients de Pierre-Val Santé, cette SCPI qui est à 100% investie en actifs de santé et qui est la seule à avoir un comité scientifique avec des sociologues, avec des présidents de groupes de cliniques, d'EHPAD, le professeur Saillant qui dirige l'ICM, hein, donc cette association à laquelle Pierre Val Santé, enfin Eurial Asset Management, la société de gestion, fait des dons. Et donc ce sociologue qui s'appelle Serge Guérin, et je suis certain que vous allez adorer son style, à la fois parce qu'il a forcément, comme tout sociologue, une analyse très fine et très pertinente de ce qui nous entoure. On parlera de beaucoup de thèmes, on parlera de l'évolution du vieillissement de la population, des conséquences, mais vous le verrez, il le fait toujours avec un humour incroyable. C'est à la fois très puissant intellectuellement, mais très sympa parce que son style est de très grande qualité. Voilà, donc si vous le voulez bien, je vous donne rendez-vous le 1er décembre sur cette antenne. D'ici là, vous allez recevoir une enquête de satisfaction. Écoutez, merci d'y répondre et de dire sincèrement ce que vous en pensez. Ça nous aide, nous aussi, à progresser, à toujours mieux répondre à vos attentes. Voilà, merci à tous. Très bonne soirée. Et puis, allez écouter très vite ce que nous a annoncé notre Premier ministre. Et bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore eu le temps et le loisir de dîner. Merci. Merci de votre plaisir. fidélité et rendez-vous le 1er décembre. Au revoir.